Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Fin de semaine du Grand Prix. On a brisé la planète. Il y avait des putes partout. Non, mais quelle décadence. Ben non! C'est pas TVA ici, là. On va en parler positivement du Grand Prix. C'est un événement qui est plaisant, là. Je sais pas pourquoi tu essayais de parler comme comme Legault pendant l'introduction. Ouais, c'était comme un mélange de Legault et du gars du Lac-Saint-Jean. En tout cas, Ben ouais, ça sortait de même ouais, tout seul. ça a sorti bizarre. Écoute, en fin de semaine, c'est ça, juste pour mettre la table, puis on va aller rejoindre notre invité dans quelques instants. C'est que, c'est ça, il y avait les festivités du Grand Prix, bon, tous les événements. Finalement, ce qui a retenu l'attention, c'est la vidéo virale d'une jeune femme qui est propriétaire, ou en tout cas manager, je pense, d'un restaurant à Montréal, sur la rue Peel, qui a vu le service d'incendie, de prévention d'incendie débarquer à 8-9 heures le soir. Ils ont dit, là, vous fermez la terrasse, les gens s'en vont, tout ça. Ils disent, ouais, mais c'est quoi l'affaire? L'auvent finalement, de la terrasse, c'est pas à 3 mètres de la rue. Et là, bon, ben, Francis Denis de Libre Média, qui allait couvrir l'événement finalement du Grand Prix, a réussi à s'entretenir avec la dame en question, parce que finalement, tout ce qui est sorti dans les médias, c'est la déclaration, c'est un peu basé sur la vidéo qu'elle a faite, bon, tout ça. Et Francis, qu'on va faire rentrer à l'instant, s'est entretenu avec elle, fait qu'on on va en savoir un peu plus sur toute cette histoire-là. Bonjour. Donc, salut Francis, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. En Justement, tant je me suis que. tapé Montréal-Québec là, ce soir, là, aujourd'hui, puis là, je suis sur le bord de la 20, donc c'est à propos. Oui. Puis là, tu es dans ton setup pétro-masculin, de ce que je peux voir, là, donc dans un véhicule proche on voit même le logo de Petro-Canada là, derrière. Là, C'est dépensé. C'est très, très, très à propos. Donc, raconte-nous un peu comment les événements se sont déroulés, comment tu es rentré en contact avec la dame en question. Puis, tu sais, j'ai présenté les événements très brièvement, là, mais je te laisse peut-être nous remettre en contexte parce que c'est un peu surréaliste là, ce qui est arrivé en fin de semaine. Là. Je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui sont des supporters un peu, je te dirais, naturels ou c'est implicite du régime Plante sont comme tombés des nues là, en fin de semaine. Ouais, ben, c'est une drôle d'histoire, là, ben, je vais essayer de la résumer. On avait déjà l'idée à Libre Média de faire justement un reportage sur le Grand Prix et on essayait de donner justement un côté plus positif pour montrer l'histoire, un peu comment ça s'insère, les bonnes retombées économiques, oui, mais aussi l'apport culturel, le rayonnement pour le Québec avec Gilles Villeneuve et tout ça, et son fils, etc., etc. Donc, et là, tout en montrant un peu la culture de la voiture, est-ce que la culture de la voiture n'a que du négatif ou c'est quelque chose à travers laquelle, disons, les êtres humains, là, en général, déploient le meilleur d'eux-mêmes au niveau de l'ingénierie, au niveau de la beauté, de l'esthétique et tout ça. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'efforts au niveau de la recherche et du développement. Il y en a qui parlaient Oui. justement de la question de l'environnement. Je veux dire, regardez, les grandes compagnies de voitures à travers la F1 font beaucoup de recherche et développement qui par la suite, d'une certaine façon, pour employer un terme polémique, ruisselle vers les modèles plus bas de gamme. Mhm. Donc, il y a quelque chose de positif avec la Formule 1 et avec l'excellence en général. Donc, c'est un peu l'angle qu'on voulait donner au départ, mais, et là, j'ai décidé de partir dans les rues de Montréal, puisque j'habite au centre-ville, c'est facile, je sors de chez nous, puis je suis rendu au centre-ville. Et là, vendredi soir, et là, c'était un peu plate parce que le vendredi soir, il faisait pas beau, il n'y avait rien. J'étais rendu sur Crescent, il pleuvait. Bon, avec mon matériel, ça ne me tente pas de scraper mon matériel pour ça. J'ai dit, ah, bah, laissons tomber. Je retourne chez moi, un peu fâché. Bon, il n'y en aura pas de vidéo là-dessus cette semaine. Perdu du temps, perdu. Bon. Finalement, le lendemain matin, bon, qu'est-ce qui se passe? Et oui, j'avais contacté Jonathan Hamel aussi, justement, pour parler un peu de ça, parce qu'il Ouais. connaît bien le monde économique, le monde des affaires montréalais. Et là, finalement, tout tombe à l'eau vendredi soir, mais le lendemain, on se réveille et là, boum,
polémique. La restauratrice du Ferrera Café, elle fait des millions de vues. Je pense qu'elle est rendue à 2 points quelque chose millions de vues. Ça fait le tour du monde, polémique, machin. OK, je pense qu'on a un deuxième volet restaurateur, un deuxième volet à donner à l'histoire. Et là, c'est là que je dis, bon, OK, je sors dehors. Là, je m'en vais, je reprends mon plan du vendredi soir, je recommence. Je vais rencontrer Jonathan Hamel. Je lui pose des questions, on fait l'entrevue comme ça, et après ça, ben, je me lance, je m'en vais dans les rues, filmer un peu toute la scène qu'on va pouvoir parler un peu plus tard. Et là, je me rends au Ferrera Café lorsque j'étais rendu là sur ma route. Et là, boum, qui n'est pas devant moi au moment même où j'arrive, Madame Sandra Ferreira elle-même, et je lui dis, bon, ben, voici, on est Libre Média, on va faire une entrevue avec vous, êtes-vous disposé? Oui, oui, je veux dire, la fille était... Elle faisait des entrevues en boucle, je pense, depuis le matin. Là, je veux dire, tout le monde y parlait, tout le monde était là. Donc, c'était assez facile de accrocher au bon moment. Puis là, je lui ai demandé, ben, pouvez-vous raconter votre histoire? Et elle est partie, puis elle avait tout en tête, tout bien formulé et tout ça. Donc, elle nous a raconté son histoire, sa mésaventure de le service d'inspection des incendies. Là, bon, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus, c'est le terme parce que c'est important. Ce n'est pas les pompiers. Les pompiers, c'est un groupe particulier, mais parallèlement, il y a le service d'inspection des incendies de la Ville de Montréal qui avait fait une descente la veille pour Ils ont un peu faire moins de pectoraux, eux autres, disons. C'est Ben, c'est ce plus qu'elle des me disait. fonctionnaires. Là. C'est ça, j'ai coupé un peu parce que j'avais à peu près 20 minutes d'entrevue, puis on a fait un reportage de 16 minutes là, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Libre Média et sur le site. Mais justement, ce qu'elle montrait, ce qu'elle disait, c'était regardez. Elle racontait son expérience là, dans le feu de l'action, ça va bien, son entreprise, son restaurant est plein, on a des vedettes. C'est un moment pour se refaire d'une certaine façon parce que tous les restaurateurs ont besoin de se refaire des réserves pour, espérons-le, que ça n'arrivera pas là, pour les temps difficiles. Mais c'est clair que les restaurateurs, disons, c'est un commerce qui est très, très risqué aujourd'hui, disons ça comme ça. Et donc Ouais. là, elle était dans le feu de l'action, ça allait bien. Et là, elle remarque du coin de l'œil dans son trajet à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant, elle remarque au coin un groupe d'inspecteurs bien habillés avec leurs uniformes et tout ça, qui étaient comme en groupe en cercle. Et là, qu'est-ce qu'ils font là? Déjà là, se mettre aux côtés, puis là, préparer, bon, on va arriver l'intervention. Donc, c'était concerté, c'est-à-dire qu'ils savaient où ils allaient. Ils savaient comment je pourrais dire, à quel moment ils y allaient. Tout était concerté, tout était prévu. Et ils se préparaient mentalement, justement, à une certaine confrontation. On ne parle pas de violence, là, c'est sûr, mais une certaine confrontation. Donc, et là, ils se commencent à discuter. Bon, nous devons fermer. Inspection surprise. Inspection surprise, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, inspection surprise, c'est ce que nous devons faire. Puis là, ils se mettent à faire une inspection pointilleuse. Ils vont regarder la hotte, la regarder, bon, tout ça. Et là, la propriétaire, Sandra, dans l'entrevue, elle montre bien comment, et dans son vidéo sur Instagram, elle montre bien comment elle était prise vraiment au dépourvu, mais en même temps, elle était, comment je peux dire, on a cassé un peu sa dynamique. Là. On voit que les restaurateurs, ils travaillent fort dans un contexte où c'est très difficile. C'est très difficile, non pas seulement parce qu'il y a crise économique, il y a inflation, mais c'est très difficile parce que la rue est barrée. Je veux dire, la Sainte-Catherine, on le voit dans le reportage, c'est c'est ça. complètement démoli. Là. C'est incroyable la démolition totale auquel on assiste quand on se promène sur la rue Sainte-Catherine. Et la rue Peel. La rue Peel, il faut le monter. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Montréal, la rue Peel, c'est une artère importante, perpendiculaire à Sainte-Catherine, presque sur le coin. Le restaurant est, disons, au milieu entre Maisonneuve et Sainte-Catherine. Et on se rend compte rapidement que la rue, non seulement elle est barrée sur Sainte-Catherine, mais elle est barrée sur Peel complètement. On ne peut pas passer. Là, les camions passent par Peel pour se rendre au chantier de construction avec la poussière que ça peut engendrer. Poussière qui est la raison pour laquelle ils ont mis des chapiteaux et ils ont eu l'autorisation de mettre des chapiteaux, ce qui les distinguait d'autres rues où est-ce qu'il n'y avait pas autant de trafic de camions. Donc, pour la protection même des clients, ils avaient reçu l'autorisation de
mettre des chapiteaux, ce qui leur a été enlevé durant l'inspection et dit que finalement, il n'y avait pas le droit. Donc, il y a eu un manque de communication peut-être Ouais. avant de Et elle a dit, présupposer la malveillance, il faut présupposer l'ignorance là, chez les gens habituellement. Donc, disons qu'il y a peut-être, dans le meilleur des cas, eu une mauvaise communication entre celui qui a donné l'autorisation verbale au restaurateur de mettre les chapiteaux et le service d'incendie qui est arrivé après. Il n'y avait pas aucunement reçu cette information-là. Donc, il y a Ça reste nécessairement un que. problème à ce moment-là. Un problème qui a coûté cher à la victime étant Sandra Ferreira et tous les autres cafés, environ 6 là, de la rue Peel. Mais on parle quand même de manque de jugement profond. Je veux dire, que tu trouves qu'il y a un établissement non conforme pour quelque chose, fair enough. Mais je veux dire, tu peux passer un mardi après-midi quand il n'y a pas d'événements spéciaux aussi. Tu n'es pas obligé de passer en plein Grand Prix la fin de semaine. Puis ça coûte combien un fonctionnaire à la fin de semaine, by the way? Là? Pensez-vous qu'il était à temps 5 plus là, pour faire son inspection surprise? Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. C'est que les gens qui veulent construire des immeubles à Montréal, le vendredi midi, t'es déjà plus capable de parler à quelqu'un de la ville pour ton permis. Si tu as un problème avec des arbres ou whatever sur là, personne ne travaille. Par contre, un soir de fin de semaine, à 9 h, il y a des inspecteurs pour venir emmerder le monde sur des terrasses. Ça, Dans une des journées les plus payantes de l'année. Dans une des journées les plus payantes de l'année. Mais tu sais, juste pour dire aux gens, là, puis je ne sais pas si tu as pris connaissance de ça aussi, là, mais tu sais, ce qu'on dit, là, c'est que ça, là, écoutez, ils ne se prennent pas pour des 7-Up flat, ces gens-là. On nous dit cette opération-là est baptisée l'opération Sentinelle. Donc, ça, c'est un genre de truc, là, c'est comme on dirait le Blitzkrieg en Allemagne, là, finalement. C'est comme un genre d'opération éclair. Là, et là, tout d'un coup, on descend dans des... c'est ce qui explique le chef de division du service de sécurité incendie de Montréal, Guy Lapointe. Et là, écoutez bien, cette citation-là, elle est totalement farfelue. L'expérience nous apprend aussi qu'il y a des modifications de dernière minute qui peuvent être apportées au niveau des décorations. Donc, nous, on veut s'assurer que les gens qui vont fréquenter les établissements au moment où ils vont le faire vont être en sécurité. Et là, on parle de décoration, de surcapacité. Ouais, le restaurant, il y a une capacité peut-être de 200 personnes. Il y a 204 personnes, risque d'incendie, mort subite, je sais pas. Là, soit on est dans un cas typique de zèle, soit on est dans... en fait, c'est la manifestation d'une ville qui est gangrénée par une réglementocratie qui n'a pour but finalement que d'emmerder tout le monde. Parce que comme je le faisais remarquer ce matin dans un autre média, il n'y a pas d'inspecteurs des incendies qui sont débarqués dans les campements à McGill, dire aux gens qu'empiler des palettes de bois comme ça, puis de s'embarricader un peu partout, c'était dangereux, puis il fallait faire fermer sur le champ la place. Par contre, on peut faire ça à des restaurateurs qui essaient de se démerder la meilleure journée la meilleure fin de semaine de l'année. Non, mais on va dire les vraies affaires, Frank. Là, c'est des hommes qui, quand ils rentrent à la maison chez eux le soir, là, c'est pipi gazette parce que leur femme lui dit quoi faire. Puis le seul pouvoir qu'ils ont dans la vie, c'est de faire chier du monde qui ont réussi dans la vie. C'est des hosties de losers qui font chier du monde qui ont réussi dans la vie. C'est ça que c'est. Des fonctionnaires losers en mal de vivre parce qu'ils contrôlent rien, parce que c'est le bonne femme à la maison qui décide de tout. Puis ils font chier le monde quand ils arrivent. Sur le point de vue individuel, oui, mais d'un point de vue collectif, tout ça est orchestré par la ville. Là. C'est pas un hasard s'ils font chier toujours les mêmes personnes, toujours les... C'est pas un hasard non plus que ce type de personnalité-là se ramasse dans ce type de job-là. Ces jobs-là ne devraient juste pas exister à un moment donné. Oui, je suis d'accord. Mais comment tu vois ça, Francis, par rapport à... Parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on voit comme une explosion dans la ville de Montréal de cas de ce genre. Parce que juste avant ça, on a eu un peu, pour moi, c'est un peu le même genre d'événement. L'histoire des inspecteurs des vidanges qui prend des exactos, ouvre les sacs à terre, trouve des preuves. Là, on dirait que la ville de Montréal, maintenant, fonctionne avec comment je pourrais dire ça, avec vraiment un système pour racketter le citoyen, finalement. Là. On essaie de prendre les gens en défaut, on ouvre les poubelles, la police des poubelles, la police des terrasses. Je trouve que on est dans on a vu aussi un article récemment qui parlait de l'explosion du nombre de contraventions qu'on donnait à des vélos puis des piétons pour des motifs un peu farfelus, là, genre t'as traversé pas exactement, ou les lignes à terre, t'es un petit peu à droite, t'as une contravention, faut que tu traverses sur la ligne. Là, si t'es à côté de la ligne,
Comment tu interprètes ça là, comme journaliste là, qui Ouais, ben, il y couvre a tout plusieurs ça? façons d'interpréter ça. Ben, pour ce qui est de la police, de la police des vidanges, ça fait très longtemps que ça existe. Je me rappelle quand mon père habitait à Montréal, j'avais, je sais pas moi, 5-6 ans, puis il s'était fait donner une contravention parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fouillé dans les vidanges, puis il avait trouvé qu'il n'avait Hum. pas mis un papier à la bonne place. Donc, c'est quelque chose d'ancien, disons ça comme ça à Montréal. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et je pense qu'on peut dresser un continuum là, sur Ouais, l'histoire c'est longue, ça. là, même avec la police de la moralité. Là, je sais pas, c'est pour ceux qui ont déjà vu la série, je pense que c'est Victor Lévy-Beaulieu là, de Montréal PQ. Là. Vous pouvez voir la police de la moralité, de quoi ça avait l'air. Là. Ben, je pense qu'il y a un continuum qui a jamais arrêté. Puis là, c'est juste la énième manifestation. Mais ça paraît dans un contexte où Montréal s'écroule. Ça, c'est clair qu'il faut le voir. Montréal, c'est une ville dont les infrastructures, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient routières, à tous les niveaux, elle est dans déficit d'infrastructures, même les égouts. On parle que même si on commençait aujourd'hui, on mettait tout l'argent puis on faisait ça à plein temps, on n'aurait pas fini en 15 ans de travaux. Là. Donc, il y a aussi une dimension de lenteur des travaux, c'est-à-dire on a un manque de la productivité. Si on fait une comparaison, on voit souvent en Chine, au Japon, ou même en Hollande, là, aux Pays-Bas, on voit des Mhm. fois, ils réussissent à changer un viaduc en une fin de semaine, 24 heures sur 24, puis ça va, c'est très bien rodé. Tandis que Oui. nous, disons, juste un petit viaduc devant l'hôtel de ville pour piétons, ça fait 3 ans, là, ou 2 ou 3 ans que c'est là. Le parc Vigée, devant l'hôpital le CHUM, ça a pris 3 ans à faire un parc. Là. Donc, il y a quelque chose qui est de la lenteur de la construction, de l'industrie de la construction. Je ne sais pas où est-ce que ça se trouve, mais il y a manque de Ouais. productivité. Là. Ça, Mais c'est ça, c'est clair et net. généralisé, je te C'est dirais, généralisé au au Québec, Québec. là. C'est Ah non, c'est généralisé clair. au Québec parce que, je veux dire, je l'ai dit, je vais leur dire, là, moi, je suis allé dans Paris en en plein moment où ils construisaient les infrastructures pour les Jeux olympiques. Là. C'est les Jeux olympiques qu'ils vont avoir. Là. C'est pas un tournoi de quilles à Saint-Isidore, là, c'est les Jeux olympiques. Là. Il y a des installations temporaires et semi-temporaires. Il y en a partout à grandeur de la ville. Je n'ai vu aucun cône orange. Je n'ai vu aucune rue barrée. Et même dans des endroits, s'installer dans des places comme au Trocadéro ou dans certains parcs, Jardin du Luxembourg et autres. Là. Et c'est très facile de contourner ça, de passer au travers. Peut-être les gens à Paris, s'il y en a qui vont m'entendre, vont dire ah, mais c'est l'enfer. Ouais, mais vous ne comprenez pas ce que c'est que, Essayez que Montréal. Montréal. Et tu sais, ce qui m'avait frappé quand je suis revenu ici, c'est que je me disais, même dans des petites villes comme Lévis, sur la rive sud de Québec, je veux dire, nous, là, ça fait le boulevard Guillaume Couture. Ça va faire, je pense, 2-3 ans que c'est charcuté exactement au même endroit. Là. Moi, la rue chez nous, je ne peux plus sortir d'un bord de la rue. C'est un cratère, ils sont en train de changer des affaires. Ça va être de même toute l'année prochaine aussi. Et il y a comme un. C'est ça, c'est comme si on est. Les gens à Montréal, c'est ça, c'est qu'en plus, là, ils Il n'y a doivent jamais de se taper. travailleurs, ces chantiers, Frank. Mais c'est ça, mais les gens doivent se taper en plus de ça. Parce que c'est ça que la dame témoignait aussi. C'est le fait que c'est rendu invivable dans leur coin. Là. La rue est barrée comme ça, les gens ne peuvent plus venir, ne peuvent plus se stationner là. Mais en plus de ça, ceux que tu réussis à attirer, parce que tu dis finalement, tu dois avoir un restaurant qui a de l'allure, si c'est plein, malgré que c'est un endroit qui est difficile d'accès puis peu convivial pour t'y rendre, ben, en plus de tout ça, en plus des travaux qui paralysent la ville, qui donnent l'air d'un immense chantier qui n'en finit plus, ben, tu es obligé de te taper finalement des inspecteurs qui viennent faire du zèle chez vous et qui ont le pouvoir. Moi, j'en reviens pas. Là. Pour démanteler des campements illégaux, tu as besoin d'avoir une injonction du juge, tu as besoin d'aller faire une. Tu sais, finalement, est-ce que tu t'aurais dû lui suggérer de mettre un drapeau de la Palestine? Peut-être que peut-être qu'avec un drapeau de la Palestine et marqué From the River to the Sea sur son installation, ça n'aurait pas dérangé, Ouais. on n'aurait pas pu le fermer. C'est comme la caricature de Flegg, là, où est-ce qu'il justement il y a un inspecteur, ben, plutôt dans un parc, là, dans un parc fédéral ou provincial qui arrive et qui voit que quelqu'un fait un feu de camp, mais finalement, il arrive pour lui donner une étiquette. Ah non, je ne donnerai pas d'étiquette parce que c'est justement un guerrier du Hamas. Là. C'est la caricature de Flegg qu'on avait publiée à Libre Média. Ouais. Mais oui, c'est clair. Mais il y a des causes structurelles. Oui, on peut penser peut-être aux divisions du travail sur les chantiers, c'est-à-dire qu'il y a la gang qui viennent détruire la rue, puis après ça, tu as la gang qui viennent réparer
séparés. Pour ça, tu as la gang qui vient recouvrir le tout. Puis ça se fait pas de manière synchronisée. Et ce qui fait en sorte que les trous sont là du début à la fin, tandis que la réparation, elle a des moments de latence très grands, là. Mais en même temps, moi, je pense qu'il y a des causes structurelles au sens où pourquoi est-ce qu'on a affaire à une ville de Montréal puis à des infrastructures qui sont complètement désuètes, il y a un déficit. D'où vient le déficit? Le déficit, ça vient du fait qu'on n'a pas entretenu. D'où vient le fait qu'on n'entretient pas, qu'on n'a pas entretenu au moment où ça devait être fait? C'est-à-dire continuellement. On construit quelque chose, il faut déjà penser au mode d'entretien. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte? C'est qu'on a mal prévu. À qui a mal prévu? Est-ce que c'est nous? Ben non, on est bien trop jeunes. C'est pas nous qui avons construit ça. Donc, il y a un déficit qui s'est construit au niveau disons, sur le fil de l'histoire, mais particulièrement, et moi, c'est ce que j'ai l'impression, ça s'est fait pendant ce que j'appelle la période de monopole de la génération entonnoir. Moi, je l'appelle la génération entonnoir pour faire bref. Là, c'est ce qu'on appelle en gros les boomers, c'est-à-dire une génération qui, ce qui est venu avant et ce qui vient après était fait pour eux. Donc, sous la forme d'un entonnoir, tout ce qui est autour de la période temporelle où ils se trouvent sert à eux. Donc, cette génération entonnoir, elle a manifestement mis de côté ses responsabilités d'entretien des infrastructures qu'elle utilisait, qu'elle construisait et dont elle avait elle-même hérité. Donc, il y a clairement un problème à situer à ce moment-là. Maintenant, au moment où nous le savons, maintenant on le sait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la grande question. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on fait pour le long terme? Est-ce que Notre c'est génération vraiment va être des pire, infrastructures? Francis. Ouais, Parce que, je c'est-à-dire veux que nous, dire, on est encore moins nombreux. C'est impossible. non, mais ce que je veux Humainement parlant, dire, c'est impossible à faire. la raison pourquoi ça va être pire, c'est qu'on n'est pas capable de rien faire la minute qu'on voit une grenouille. On n'est pas capable de rien faire la minute qu'on voit une couleuvre. C'est la planète, la planète, la planète. Je veux dire, on nous casse les oreilles à Ouais. Montréal sur les parcs éponges, les trottoirs éponges, les rues éponges. Puis là, ça prend de la verdure, puis c'est ça, mais on n'est pas capable de régler un chantier de construction sur une rue en dedans d'un été. Mais ça, Tu sais, ça je veux dépend. dire, Non, je suis bien complètement d'accord. Sauf que ça fonctionne tant et aussi longtemps que la personne qui n'est pas capable de se lever de son lit a de quoi manger. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens qui ne travaillent pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables de travailler sont capables de se nourrir, de se loger et tout ça? Donc, la question, c'est parce qu'il y a un État, en guillemets, qui redistribue. Mais il redistribue quoi? Il redistribue les richesses. Mais quelle richesse? Si on a affaire à une société dont la productivité est en décroissance, mais radicale. Si on a affaire à des gens qui refusent d'exploiter les ressources naturelles, qui est la façon de créer des richesses la plus simple, entre guillemets, là, au sens où c'est des minéraux, ils sont là, il faut aller les chercher, il y a besoin de beaucoup de technologie, besoin de beaucoup d'efforts et tout ça, oui, mais en même temps, c'est voué à la transformation et c'est la portion de transformation, selon moi, qui est la plus complexe. Bon, peut-être que des amis miniers comme Joe Hamel ne seraient pas d'accord, mais peu importe, mettons ça de côté. Donc, on a besoin de développement. On a besoin de développement à la fois démographique, on a besoin de développement à la fois économique, on a besoin de développement. Le développement, c'est deux choses. Le développement, c'est la paix, un. Donc, la paix, le développement, c'est l'environnement aussi. Pourquoi? Parce que c'est montré que ce sont les sociétés riches qui sont les plus soucieuses de l'environnement. Donc, la meilleure façon de développer un monde durable, respectueux de l'environnement, c'est en créant des sociétés riches et prospères. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Mais ils n'en veulent pas de richesse, eux autres. Ils n'en veulent pas de. Si on regarde le Grand Prix comme tel, parce que c'est quand même ça que tu allais couvrir, si on sort du cas du restaurant, ils n'en veulent pas de développement de richesse. C'est un événement qui il n'y en a pas 50 des événements québécois qui ont une portée internationale, que des gens se déplacent de l'extérieur pour venir puis qui peuvent nous amener un peu d'argent neuf dans le système. Il n'y en a pas 50. Tu as le Festival d'été de Québec qui, depuis son virage international, amène des gens qui viennent des États-Unis, de l'Ontario, tout ça, pour venir parce que c'est un immense festival qui coûte pas cher finalement, au regard de la quantité d'artistes que tu peux voir. Donc, ça amène beaucoup de gens. Les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins. Montréal, bon, tu as un peu le festival de jazz, tu as quelques affaires, mais le Grand Prix, c'est un événement, le Grand Prix de Montréal, qui
qui a une portée internationale. Il y a des journalistes du monde entier qui viennent, il y a des gens du monde. Et tu regardes la couverture médiatique, on a fait c'est que du négatif. Des voitures qui polluent, les prostituées, les ci, les ça. Finalement, ces gens-là, ils n'en veulent pas de développement. Il y a des gens qui seraient heureux que cet événement-là cesse d'exister. Et puis finalement, les gens iront faire de la trottinette électrique, iront manger un sandwich au VG pâté. Finalement, ils n'en veulent pas d'activité. Ils en veulent pas d'activité économique. Je comprends pas c'est quoi je veux dire, c'est pour ça qu'il faut trouver les raisons ailleurs que dans la simple vision économique. C'est-à-dire, oui, il y a deux volets. C'est-à-dire que le premier volet, c'est oui, il y a un rayonnement international, il y a l'économique, il y a toutes ces questions-là. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, on ferait pas, je sais pas, même si ça pourrait attirer des millions et des millions de personnes, on ne ferait pas je sais pas moi, un festival pour faire l'éloge d'un comportement absolument réprobable. Donc, ça, c'est clair que c'est pas suffisant de parler d'économie. Donc, en ce sens-là, oui, il faut aller au-delà. Mais qu'est-ce qui, justement, prenons un autre événement comparable qui a les mêmes retombées économiques, entre guillemets, mettons le Festival d'été de Québec et tout ça. Là, il n'y a pas de manifestation. Là, il n'y a pas de campagne de salissage médiatique et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui distingue les deux événements et je pense que c'est la célébration de l'excellence. Je crois qu'on a un problème au Québec à célébrer l'excellence et on a un ressentiment par rapport à ce qu'on considère comme inégalitaire au Il y en a niveau un autre de aussi. l'excellence. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour... Tu as quelque chose de bon, Francis, dans ce que tu dis. Il y a une différence entre les deux événements. Pourquoi le Grand Prix a une aussi mauvaise presse? Oui, il y a tout le contexte d'éco-anxiété et tout ce qui vient avec à cause que c'est des véhicules à moteur, mais n'oublions pas une chose. PKP. PKP déteste cet événement-là. Pourquoi? Compétiteur. C'est qui finance? C'est qui les grands commanditaires du Grand Prix? C'est compétiteurs. That's it, that's all. Fait que toi, tu penses qu'il y a une guerre de médias par proxy là-dedans? Depuis toujours. Ouais. Depuis toujours, le Grand Prix a une mauvaise presse d'abord et avant tout à cause de Québécois. Mais ça, c'est un peu idiot selon moi parce que pourquoi ne pas faire un autre événement à côté? Je veux dire, on n'a pas... Pourquoi essayer de détruire l'autre et le rabaisser quand on peut construire quelque chose à côté d'aussi beau? Puis c'est justement encore peut-être le problème de l'excellence. C'est-à-dire que même au niveau économique, même les entreprises refusent de créer des choses sous le couvert de l'excellence. Et là, on parle de l'excellence, on parle de l'environnement, des voitures à gaz. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus... c'est-à-dire, il n'y a pas de technologie pour carburer aux fossiles, la recherche et développement, c'est ça. Qu'une voiture de F1. Il n'y a rien de plus efficace. Et cette technologie-là va se transmettre après dans l'ensemble du parc automobile pour peut-être une période de transition, c'est-à-dire celle où est-ce qu'on va passer à l'électrique, où on va réussir à faire en sorte que l'énergie électrique soit vraiment propre. Ça, c'est une autre question. Mais comment faire en sorte... Et maintenant, et l'excellence d'un côté, excellence technologique, excellence de l'esprit humain, de l'ingénierie, mais aussi excellence au niveau de l'esthétisme. Et ça, je pense que c'est j'en ai parlé, j'en ai glissé un mot dans le reportage, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça, là. Je veux dire, je suis dans un parking en ce moment, c'est pas pour faire l'éloge du pétrole, parce que regarde, je suis dans un parking, y a-tu quoi de plus laid au monde qu'une station de service? Je veux dire, c'est du béton. On est d'accord que c'est pas ça dont je parle. Mais il y a un esthétisme du design puis de la recherche et du développement qui se fait au niveau des voitures. Et là, tous les goûts sont dans la nature, mais il y a quelque chose d'important. Il y a une recherche du beau aujourd'hui qu'il faut encourager. Et je pense que l'industrie de la voiture fait son bout de chemin et je pense qu'il y en a qui refusent de le faire. Et c'est peut-être cette culpabilité qu'ils reçoivent par miroir, on pourrait dire, qui les met en rogne, qui le crée du ressentiment et qui font en sorte que, justement, ils ont une mauvaise opinion du Grand Prix. Là. Mais c'est plus simple que ça. 30 avril 2021, Bell devient le promoteur du Grand Prix F1 du Canada. Le Grand Prix Bell Canada. 7 au 9 juin, RDS est nouveau présente la Formule 1. Amazon Web Service derrière ça aussi, quelque chose de même. That's it. C'est aussi simple que ça. La guerre au Grand Prix ne vient que de là. Que de là, je ne suis pas d'accord, là, mais elle vient de là, et pas que de là. Mais c'est aussi niaiseux que ça. Mais tu sais, on parle de développement économique, puis on parle de ces grands projets-là. Oublions pas qu'il y a des méga subventions derrière le Grand Prix. On n'en a pas pour notre argent en termes de retombées économiques par rapport à ce qu'on a subventionné. Mais je veux dire, c'est moins sexy que ça, le développement économique.
Si vous regardez comment que les travaux sont jammés justement à Montréal, vous comprenez c'est quoi qui ne fonctionne pas dans notre développement économique, le manque de liberté, la sursyndicalisation, la surconvention collective, le fait que tout soit conventionné, tout soit réglementé, qu'on engage des gens pour appliquer ces règlements-là, qu'on engage des gens pour inspecter, qu'on engage des gens qui ont des hosties de bullshit job, puis tout ce qu'ils réussissent à faire dans la vie, c'est d'empêcher les entrepreneurs d'avancer, d'empêcher les entreprises de faire du profit. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on les voit dans les médias mépriser le capitalisme. C'est hallucinant. Une femme comme Valérie Plante mérite de perdre sa job pour ce qui s'est passé en fin de semaine. Les gens devraient arrêter de voter pour elle normalement. Mais tout le monde est dans le formol. Tout le monde pense que parce qu'elle fait des beaux sourires et elle fait du Bixi, c'est le fun. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, le citoyen va devoir se responsabiliser puis arrêter de mettre des clowns comme ça, comme élu municipal. Moi, ce que je vois un matin, là, c'est qu'on avait une occasion au Québec de changer les choses avec l'élection d'une nouvelle mairesse. Je vois la nouvelle mairesse de Gatineau entrer en poste. Elle se fait remercier elle se fait féliciter plutôt par François Legault. Elle se fait féliciter par Bruno Marchand. Là, tu es là, tu dis, ouais, nouvelle mairesse. Est-ce qu'on a enfin pris une nouvelle direction? Finalement, tu t'en vas sur le Twitter de la fille, PhD de l'ENAP, boum, 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 2-3 tweets plus loin, à l'écran inclusif. Tu dis, tabarnak, un autre. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps. C'était pour détourner l'attention, j'ai l'impression, hier. Là. C'est la gang mais ce que je veux dire, c'est que réunie pour détourner l'attention de, justement, de l'échec de Valérie Plante. Là. Ça se tient, là, ce monde-là. On a encore élu une communiste. Tu sais, je veux dire, c'est quand est-ce que les Québécois vont arrêter de mettre des communistes à la tête de leur ville? Tu sais, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Là. Parce que ces gens-là ont un grand pouvoir pour détruire l'économie locale. C'est ce qu'ils font. Puis personne ne réagit, puis on continue à les élire. Moi, ça me fascine. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que le Grand Prix, selon vous, reçoit autant de subventions? C'est quoi la raison derrière ça? Ben, c'est quand il y a eu des menaces à l'époque. Là. Je pense que vous pensez que Singapour a besoin de faire des gestes comme ça pour... il y a donc une différence. Là. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de, disons, sortir la mallette d'argent quand d'autres n'ont pas besoin de le faire? Ça, il y en a une question. Là. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment... je l'écrivais en fin de semaine dans une publication sur X, là, Twitter, où je disais que les gens de la gauche radicale là, contemporaine, là, ceux qui sont là maintenant, là, ils sont dans une guerre au plaisir et à la vie. Là. Ça me paraît de plus en plus évident. Ils sont contre les barbecues, sont contre les road trips, sont contre toute forme d'activité qui implique un moteur, sont contre ils sont contre tout en réalité. Tout ce qui représente la joie de vivre, le plaisir, se payer quelque chose, c'est pour être heureux en famille. Tu sais, j'ai vu des commentaires de gens de gauche. Ah là, si vous pensez qu'on va pleurer pour ces restaurants de bourgeois, puis ce sont des gens qui... Mais pourquoi justement, pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux, ces gens-là? Puis pourquoi est-ce que la première chose qu'ils réussissent à faire, c'est, ou le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'essayer de rabaisser ceux qui réussissent, entre guillemets? Oh, c'est une haine de la réussite, tu l'as dit tout à l'heure. Ça me paraît vraiment évident. T'sais, on le voit dans ton reportage, tu montres au début, là, les gens qui défilent dans la rue avec, ils ont des Porsche, des Maserati, tout ça. Là, puis là, les gens se prennent, tu as plein de gens qui se prennent en photo avec, j'ai vu tel modèle de voiture. Ça belle voiture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer de ces genres de véhicules-là, mais qui la célèbrent quand même. C'est ça. Quelle est la différence entre ces gens-là qui sont, en guillemets, pauvres et qui ne sont pas capables de s'acheter une belle voiture comme ça et qui la célèbrent, et ceux qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont pauvres eux aussi, mais qui décident de nier, disons, la beauté, ou ils refusent de célébrer un peu. Parce qu'on est encore au stade infantile de la pensée économique au Québec, là, puis dans plusieurs autres... Non, mais c'est vrai. On est au stade encore infantile où on pense de manière très primaire que quelqu'un qui a quelque chose, c'est parce qu'il l'a volé à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que tu pourrais même dire phase anale, Frank. Ben, c'est un peu ça, là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose, c'est parce qu'il l'a volé aux autres. C'est comme ça que les gens pensent. Lui, s'il a une belle voiture, c'est qu'il doit avoir, il a dû crosser des gens, il exploite ses employés. Il exploite ses employés, tout ça, puis on voit pas le travail. Tu sais, regardez la restauratrice là, qu'on voit. Comment tu peux voir cette femme-là qui s'effondre parce qu'elle travaille, je veux dire, elle essaie que son restaurant fonctionne, elle s'effondre en pleurs parce qu'il y a ces sbires-là qui arrivent du régime pour faire fermer. Puis il y a des
des gens qui regardent ça et leur réaction primaire, c'est de dire ben, qu'à se conformer au règlement, cette bonne femme-là. Les gardiens du donjon. Je les ai vus, ces commentaires. C'est que ces gens-là sont les gardiens du donjon, les gardiens du temple. C'est les mêmes gens qui appellent aux villes pour se plaindre parce que ton cabanon est 2 mm trop proche de leur headset. C'est les gens qui font une vénération du règlement. Et finalement, en fait, c'est drôle parce que pendant très longtemps, on a dit, les gens conservateurs de droite, c'est la loi et l'ordre. Vous autres, vous êtes pour la loi et l'ordre, il faut que ce soit le régime policier, tout ça. Et ce qu'on voit finalement, là, c'est qu'il y a un genre de law and order de gauche. Le law and order de gauche, c'est qu'il y a des règlements arbitraires que nous, on applique, et si vous vous y conformez pas, on va vous fermer, on va vous ruiner, on va vous emmerder. C'est vraiment ça là, c'est administratif. C'est ça. C'est le déploiement du dogmatisme en dehors du cadre religieux. Là. C'est ça que ça donne un peu, l'absolutisme politique. Mais non, je suis complètement d'accord. Il y a quelque chose de foncièrement vicieux, mais il y a ça dans toutes les sociétés. Je pense que le Québec est mature. Si on se retourne peut-être aux origines, entre guillemets, de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, on avait des gens comme Paul-Émile Bordua qui faisait l'éloge du risque, l'aventure de la vie, il faut se lancer. Le père Couturier qui était venu un peu avant lui, ce dominicain, mais justement, il avait fait la promotion de tout ça, de l'aventure. Et là, dans un Québec qui était perçu comme sclérosé, enfermé dans une réglementocratie, catholique dans ce cas-là, politico-religieuse, où est-ce qu'on allait légiférer jusque dans la chambre à coucher des gens. Et là, on a eu l'impression, avec les années 60, qu'on s'est sorti de tout ça. Puis là, non, nous, on est libre. Là, non, nous, on est pour la liberté, disons, pensant que le libertinage sexuel, entre guillemets, était suffisant pour être véritablement libre. Il y a une dimension qui est correcte là-dedans. Là. Mais en gros, ce qu'on a à faire, c'est est-ce que véritablement il y a eu une révolution tranquille au sens où l'État on a appelé l'étatisation, ou disons la laïcisation des institutions religieuses ou l'étatisation des institutions religieuses. Est-ce qu'on n'a pas, finalement, juste en enlevant le vernis un peu catholique, là, avec les crucifix et les murs, tout ça, en enlevant tout ça, est-ce qu'on n'a pas, est-ce que quand l'État a assimilé l'Église, est-ce qu'il n'est pas lui-même été, entre guillemets, contaminé par ce légalisme pointilleux, tatillon? Est-ce qu'on n'a pas justement finalement une continuité et puis on n'a pas atteint l'âge adulte qui était justement mis de l'avant, l'âge de l'adulte psychologique dans la vie au niveau économique, à tous les niveaux, là, la maturité, est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce que la Révolution tranquille finalement c'était une pièce de théâtre ou est-ce que finalement on a fait semblant de faire la révolution mais on est resté pareil? C'est une grande question, Francis. Il va falloir te réinviter pour en jaser parce que ça nous amènerait très loin. Je ne sais pas si Yann, tu veux un mot en terminant parce qu'après, on va laisser Francis aller. Je vais conclure sur une citation de Valérie Plante. « Je ne dirais pas que le modèle est brisé, mais j'ai la conviction qu'on ne peut plus se permettre, comme grande ville, de s'en remettre au marché. » Comme s'il avait déjà été le marché en contrôle de la ville de Montréal. Je veux dire, non, c'est n'importe quoi. Hey, merci beaucoup, Francis, d'avoir été là. Puis, bonne journée. On renvoie les gens. Le reportage là, sur Libre Média. Oui. Allez voir le reportage sur Libre Média. Il est sur votre chaîne YouTube. Il y en a aussi. La vidéo est sur la version sur X. Donc, allez voir ça. Puis, on se reparle très bientôt. Merci encore. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye. Merci.